aborder la thématique de la dyspnée parce que la dyspnée en fait renvoie au système respiratoire qui est un système qui est quand même assez incroyable puisque chaque journée on a des actes de respiration qui sont au nombre d'au moins 15 000 et tout ça se passe de façon pseudo-automatique par un système de régulation très fin entre notre centre de la respiration, qui est notamment le tronc cérébral, et puis plein de capteurs qui sont situés en périphérie de nos gros vaisseaux, des capteurs centraux également, et des capteurs mécaniques situés dans nos poumons, et l'interaction entre ces différents systèmes eh bien, nous permet de réguler sans s'en rendre compte la respiration. Et imaginez maintenant que ce nombre de répétitions, 15-20 000 cycles par jour, eh bien en fait devienne une lutte de tous les instants, représente un effort extrêmement difficile, invalidant, et que chacun de ces efforts vous renvoie à peut-être l'hospitalisation que vous avez eue l'année dernière, où vous avez eu peur de mourir étouffé et vous avez ressenti cet essoufflement. Eh ben, je crois que la dyspnée représente un symptôme suffisamment important ressenti par nos patients pour qu'ils méritent qu'on s'en intéresse, et donc merci beaucoup pour cette invitation. Avant de débuter la présentation, voici mes conflits d'intérêts, en particulier ceux qui pourraient avoir un lien avec la présentation de ce soir, un partenariat avec Fisher Paykel pour des financements de recherche, voilà, dans le cadre de nos travaux menés à l'association. Et j'en profite également pour dire que j'administre une association loi 1901 également, comme l'évoquait William, qui s'appelle l'Union des kinésithérapeutes et des rééducateurs et qui a des missions communes avec le groupe CARES, ce qui justifie d'autant plus ma présence ce soir. Voici le plan que je vous propose. Donc, c'est de faire un petit rappel sur la dyspnée, la neurophysiologie de la dyspnée, parce que je pense qu'une fois qu'on a compris ça, ça ouvre un certain nombre de voies à des stratégies thérapeutiques. Je dirais un mot très rapide sur l'évaluation de la dyspnée parce que parfois on a tendance à penser que c'est quelque chose de simple à évaluer alors que c'est extrêmement complexe et donc je vous renverrai vers des écrits qui peut-être pourront vous intéresser. Et puis j'en arriverai aux différentes stratégies que le kinésithérapeute peut mettre en place pour essayer d'améliorer ce symptôme très invalidant. Alors, si on s'en tient à la définition qui est proposée par l'American Thoracic Society, la dyspnée, c'est une expérience subjective d'inconfort respiratoire qui consiste en des sensations qualitativement distinctes et d'intensité variable. C'est probablement, on peut faire le parallèle en fait avec la douleur, c'est probablement l'un des pires symptômes pouvant être ressentis par un être humain et en ce sens, ça en fait sans doute un objectif clinique universel que ce soit pour les patients atteints d'une pathologie respiratoire, c'est ce que je vais centrer sur ma présentation, mais en fait de façon beaucoup plus globale. Pour qu'on ait à peu près le même langage, on parle de dyspnée réfractaire lorsque la dyspnée, elle persiste malgré une prise en charge médicale avec un traitement médicamenteux optimal de la cause sous-jacente. Et ce symptôme est particulièrement fréquent si on regarde par exemple les données dont on dispose chez les patients atteints de BPCO dans des cohortes de plusieurs milliers de patients, on estime que environ 80% des patients présentent un essoufflement. Et donc ce symptôme, ben, il va pouvoir varier, évoluer au cours de la maladie, augmenter lors des épisodes aigus. Et ce symptôme est si important c'est un facteur indépendant de mortalité et c'est pour cela qu'il est intégré dans l'outil BOD que vous connaissez probablement tous. Alors toujours quelques éléments de généralité sur la dyspnée. La dyspnée, comme je le disais, elle emprunte des voies communes à celle de la douleur, et c'est vraiment un symptôme qui est multifactoriel, dans lequel entrent des facteurs physiologiques, évidemment, mais également psychosociaux, environnementaux. Et il existe différents mécanismes et voies qui sont vraiment distinctes et associées à des perceptions différentes par le sujet. Par exemple, lorsque les patients ont un travail musculaire qui est important, bah, ils vont ressentir une sensation de travail, d'effort. Euh, Ils ressentiront plus volontiers une sensation d'oppression thoracique lorsque la cause sous-jacente est la bronchoconstriction. Et c'est également sur ça que je vais axer ma présentation, cette sensation de soif d'air ou de respiration insatisfaisante qui est liée à une augmentation de la commande centrale et au phénomène que l'on décrit sous le terme de dissociation neuromécanique et que je vais essayer d'expliquer juste après. Et puis ça, c'est très théorique parce qu'en réalité, eh bien, ces sensations, elles sont la plupart du temps mêlées les unes avec les autres.
Alors, j'évoquais, et notamment lorsque nos patients vont bouger, faire un effort, j'évoquais l'augmentation de la commande centrale. Alors, pour en revenir à la physiologie, lorsque l'on fait un effort, le besoin métabolique que l'on a pour faire une tâche, globalement, il est proportionnel à la tâche et c'est à peu près le même d'un individu à l'autre. Alors, évidemment, si on est déconditionné, on aura un rendement un peu moins bon, donc on aura besoin d'un peu plus d'oxygène pour faire la même chose. Mais enfin, on peut partir de cette idée assez simple que plus la difficulté de la tâche que j'ai à accomplir est importante, plus mon besoin métabolique est important. Et en ce sens, ma commande centrale, donc mes centres respiratoires, vont adapter ma ventilation, également d'ailleurs mon débit cardiaque hein, pour le système cardio-circulatoire. Et ce qui est important de comprendre, et ça c'est central pour les techniques de gestion de la Disney, c'est que effectivement l'effort, enfin la perception est liée à l'effort que l'on fait, mais également aux muscles eux-mêmes, puisqu'on sait aujourd'hui avec les travaux de Marcus Amann que les afférences musculaires de groupe 3 et 4, eh bien, elles sont impliquées dans l'adaptation cardio-respiratoire à l'effort, un peu comme un mécanisme de protection. Et donc, dans les travaux de cette équipe, hein, ce qui est bien montré, c'est que si on arrive à chanter ces afférences, par exemple par des injections de fentanyl dans la moelle épinière, eh bien, les sujets sains ont tendance à partir extrêmement vite et à développer une fatigue précoce. Donc, ces fibres-là, elles ont également une implication dans l'adaptation à l'effort des patients. Alors, que se passe-t-il quand les patients réalisent un effort? Il va y avoir une augmentation de la commande centrale, donc c'est ce qui est représenté. Je ne sais pas, William, est-ce qu'on voit mon pointeur ou pas du tout? On voit bien ton pointeur. D'accord, entendu. Donc, lorsque un effort est débuté, eh bien, il y a une commande centrale à destination des muscles respiratoires qui va permettre d'augmenter ou d'adapter le pattern respiratoire pour le rendre en adéquation avec les besoins métaboliques de l'effort. En parallèle, il y a une copie de ce message qui va être réadressée vers le système somesthésique, c'est-à-dire le système sensoriel. C'est ce qu'on appelle la décharge corollaire. Et cette information, elle va être finalement comparée aux afférences sensorielles, c'est ce que j'évoquais en introduction, qui vont venir des chémorécepteurs centropériphériques, des mécanorécepteurs pulmonaires, mais également des muscles, pour s'assurer que finalement la réponse soit bien en adéquation avec la demande. Si jamais cette réponse est en adéquation avec la demande, eh bien on va percevoir un effort respiratoire. C'est ce que vous ressentez probablement quand vous faites un effort. Hein, c'est ce qu'on appelle une situation d'équilibre. En revanche, dans certaines pathologies, et notamment les pathologies respiratoires, eh bien, la réponse, la commande centrale va se traduire par une réponse mécanique musculaire extrêmement importante. Pourtant, en raison de différents mécanismes que je détaillerai juste après, eh bien, la demande ne va pas être satisfaite. Et ces informations qui vont revenir à travers les centres, les afférences, vont être comparées au niveau du système somesthésique en incluant le système limbique, c'est-à-dire le système des émotions, également le système qui gère entre autres la douleur. Et s'il existe un déséquilibre entre la commande, l'effort respiratoire disproportionné et la réponse qui en résulte, eh bien, il va y avoir une sensation de dyspnée, une sensation de soif d'air, et qui peut être associée, puisque ça passe par le système limbique, à des émotions, à un affect très très négatif. Alors pour illustrer cela, j'ai voulu prendre un exemple qui peut-être va parler à tout le monde, l'exemple de l'ABPCO. Eh bien, on sait, en raison du frein expiratoire, par exemple lié à l'emphysème, hein, il va y avoir une perte de la pression motrice expiratoire, un tissu pulmonaire qui va plus volontiers s'affaisser, se collaber, et donc il va y avoir un frein à l'expiration, pardon, et lorsque cela se produit au cours d'une hyperventilation, par exemple liée à l'effort, eh bien les patients vont être exposés à une situation d'hyperinflation dynamique. Je l'illustre tout de suite. Lorsque l'effort augmente, eh bien, la commande centrale des patients va augmenter. D'ailleurs, on constate que pour un même effort, eh bien, la commande centrale des patients est généralement plus importante que celle de sujets sains. Alors, un indicateur pour la commande centrale, hein, c'est le rapport entre l'activité électrique du diaphragme relatif à l'activité électrique maximale que le diaphragme est capable de générer. C'est comme ça qu'on arrive à suivre la commande centrale. Euh,
Et donc, ce que l'on voit, c'est que pour un même effort, eh bien, cette commande centrale est augmentée. Ça va se traduire par une augmentation du volume courant et de la fréquence respiratoire. Enfin, ça, c'est ce que l'on observe si j'ai un sujet sain. C'est-à-dire que d'abord, le volume courant va augmenter, c'est sur la partie en haut à droite de ce graphe. Le volume courant va augmenter, puis la fréquence respiratoire, et ça va permettre de répondre aux besoins. Mais tout au long de l'effort, le sujet sain va être capable de maintenir sa capacité inspiratoire, voire même d'ailleurs de l'augmenter, puisqu'il va pouvoir augmenter son volume courant en allant chercher dans son volume de réserve expiratoire. La problématique chez nos patients, c'est qu'en raison de l'obstruction, eh bien, la commande centrale va imposer une reprise inspiratoire alors même que l'expiration précédente n'est pas terminée. Et en superposant les volumes courants ainsi, eh bien, les patients vont se distendre. C'est ce qu'on appelle donc l'hyperinflation dynamique. Ça pose plusieurs problèmes, notamment un travail qui est réalisé sur une partie un petit peu plus plate de la courbe d'impédance du système thoraco-pulmonaire, donc beaucoup plus d'efforts respiratoires. Essayez vous-même de respirer quand vos poumons sont déjà pleins, c'est extrêmement difficile. Et par ailleurs, eh bien, cette surcharge de travail est réalisée dans une situation où le diaphragme est lui-même en situation d'insuffisance active, en position aplatie, et va être peu efficace. Et donc, tous ces éléments sont très bien décrits par l'équipe, notamment de O'Donnell. Et donc, à force de se distendre, on peut regarder la partie en haut à droite de ce graphique qui représente l'évolution du volume courant avec la difficulté de l'effort. Et ce que l'on voit, c'est qu'au début de l'effort, le volume courant augmente, puis les patients, à force de se distendre, arrivent dans une situation où le volume courant ne peut plus augmenter davantage. Et cette situation, qu'on appelle l'atteinte des contraintes inspiratoires critiques, donc je répète, c'est quand le patient ne peut plus augmenter son volume courant alors que l'effort ou l'hyperventilation continue de se produire, eh bien ce point de contrainte inspiratoire critique, eh bien il est associé sur la partie de droite à une augmentation disproportionnée du travail respiratoire. Pour le volume courant que le patient va générer. C'est-à-dire que le patient continue à avoir une commande centrale très importante, a un travail musculaire qui est également important. Pour autant, il n'est pas récompensé par une augmentation de volume courant. Pourquoi? Parce que mécaniquement, il ne peut plus faire entrer davantage d'air. Et c'est exactement à ce point où la dyspnée, qui évoluait progressivement, eh bien, va augmenter de façon exponentielle et va mener le patient à arrêter son effort. Eh bien, ce phénomène, il est connu sous le terme de dissociation neuromécanique. Et donc, l'atteinte de ces contraintes inspiratoires critiques, au-delà de l'intensité de la dyspnée, va également être associée à un changement de qualificateur de la dyspnée qui va passer d'un effort respiratoire à une sensation de soif d'air, d'incapacité à faire rentrer de l'air. Voilà. Donc, ce phénomène de dissociation neuromécanique, il est extrêmement important dans la physiopathologie de la dyspnée. Et il existe plusieurs indicateurs qui vous permettent de le suivre, et notamment un indicateur assez simple. C'est lorsque, pour un effort qui continue d'augmenter, le patient n'arrive pas à augmenter son volume courant au-delà de 50% de sa capacité vitale. Ça, c'est un indicateur très simple. Les autres nécessitent un peu plus de mesures, notamment une mesure de capacité pulmonaire totale. Voilà, pour faire une petite synthèse sur la neurophysiologie de la dyspnée, et après, promis, j'arrive sur la prise en charge. On a les centres respiratoires au niveau du cerveau qui vont avoir une action de commande centrale pour modifier le pattern respiratoire, augmenter le volume courant, la fréquence respiratoire. On a le phénomène de décharge corollaire qui va permettre de copier cette commande et de la comparer aux afférences, quelles qu'elles soient. Et ensuite, tout cela est traité dans le système respiratoire. Et s'il y a un équilibre, eh bien, on a une sensation d'effort respiratoire, mais qui généralement n'est pas associée à un sentiment de détresse. Et en revanche, s'il existe un déséquilibre entre les afférences et les efférences, eh bien, le système limbique entre en jeu et un affect négatif va être généré et la sensation de dyspnée va être créée. Et puis, évidemment, s'associent toutes les expériences précédentes des patients. Donc, comme on vient de le voir, la dyspnée est un phénomène relativement complexe. Alors, c'est pas le topo du jour, mais ça me semblait impossible de parler de dyspnée sans parler de l'évaluation de la dyspnée. Donc, de façon synthétique, on peut évaluer la dyspnée selon 3 dimensions. Son impact, c'est-à-dire quel est son retentissement sur les activités, le quotidien ou la qualité de vie du patient. Et puis dans ses composantes sensorielles et affectives. Et si le sujet vous intéresse, je vous envoie vers un article très bien fait de notre collègue Marc Beaumont, qui propose eh bien, une petite revue sur les différents outils qui permettent d'évaluer l'une ou l'autre des composantes de la dyspnée.
Alors, j'en arrive maintenant aux différentes stratégies thérapeutiques. Eh bien, avant de réaliser la présentation, je vous propose de vous connecter sur, enfin, de scanner ce QR code et de répondre à la question suivante. Quelle stratégie thérapeutique non pharmacologique connaissez-vous pour améliorer la dyspnée des patients? Je vais juste m'assurer que ce soit bien lancé. Impeccable. Ouais, si jamais ça ne fonctionne pas, je veux bien un feedback, William, Écoute, ça a l'air de ou fonctionner, en tout cas. pour toi. euh, Très bien. Alors, je vous laisse un instant. Ok. Je sais pas si ça s'affiche dans mon PowerPoint. Ah bah voilà, très bien. Parfait. Alors du coup, il y a pas mal d'idées, renforcement musculaire, déambulateur, la relaxation, la fan thérapie, les ventilateurs portables, l'arrêt de l'effort. Alors ouais, c'est quelque chose dont on va pouvoir discuter. La cohérence cardiaque, le déambulateur. Ok, là les éléments ont l'air de se recouper. La menthe, très bien. Ok, bah, il y a déjà un certain nombre de pistes très intéressantes. On va pouvoir bah, essayer d'aborder un certain nombre notamment de ces éléments, essayer de comprendre comment ils peuvent fonctionner. Et puis je vous reposerai la même question et puis on verra si les réponses ont évolué à la fin de cette présentation. Alors comme petit leitmotiv, puisque je vais aborder différents traitements non pharmacologiques de la dyspnée en fonction de leur mécanisme d'action. Donc je vous propose de réutiliser à chaque fois ce petit schéma pour se situer. Alors, pour le faire simple, hein, on part du muscle, d'ailleurs on terminera par ça, mais enfin les afférences musculaires qui vont, elles, conditionner l'adaptation à l'effort, le système respiratoire, toute la régulation au niveau central, donc que ce soit au niveau du tronc cérébral, mais également du cortex moteur somesthésique, et puis le système limbique. Et donc, je vous propose, pour commencer, d'aborder les poumons, puisqu'une façon de traiter la dyspnée, eh ben, c'est de traiter l'origine, notamment les poumons. Alors, le thème, c'est les traitements non pharmacologiques, donc je vais simplement citer des, des possibilités quand même qui peuvent être utiles au cours de votre pratique, notamment l'oxygénothérapie ou l'héliox. Alors, je ne vais pas parler d'héliox, mais juste de l'oxygénothérapie. Le fait de proposer de l'oxygénothérapie aux patients, notamment lorsqu'ils font un effort, possiblement vous allez couvrir une partie des besoins métaboliques, pardon, grâce à l'apport d'oxygène, la supplémentation en oxygène, et ce faisant, eh bien, vous allez réduire la commande centrale, donc le drive des patients, et en parallèle, vous allez améliorer la qualité perceptuelle des afférences, puisque il va y avoir une forme de satisfaction si l'oxygène que vous apportez permet d'améliorer notamment l'hématose. La conséquence de cela, eh bien, c'est que l'hyperinflation dynamique et le travail musculaire vont être réduits et vous pouvez potentiellement améliorer la dyspnée de cette façon. Hein, ça, si ça vous intéresse, c'est très bien décrit par certains travaux qui commencent à dater, mais ça a été redémontré plus récemment par l'équipe notamment de O'Donnell. Simplement, ce qu'il faut savoir à propos de l'oxygène, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que l'amélioration, le bénéfice est loin d'être systématique, que le patient soit hypoxémique de façon chronique ou uniquement à l'effort. Et probablement que la saturation en oxygène ne doit pas être le seul indicateur pour évaluer la nécessité de proposer de l'oxygène aux patients, mais qu'il faut évidemment évaluer la réponse en termes d'amélioration de l'essoufflement des patients et l'amélioration par exemple, la capacité à l'exercice des patients. Voilà, dans cette petite cohorte, on s'aperçoit qu'il y a entre 40 et 50% seulement des patients qui sont répondeurs à l'oxygène. Euh, Dans les traitements, donc toujours non pharmacologiques cette fois-ci,
on peut évoquer le haut débit nasal, alors qui est un dispositif que j'ai toujours du mal à classer parce que c'est un appareil qui donc envoie un haut débit d'air humidifié et qu'on peut associer ou non à l'oxygène. Alors ce qui ressort de la littérature, notamment une revue assez récente de notre collègue Guillaume Prieur de l'hôpital du Havre, c'est que probablement que le haut débit apporte un bénéfice clinique, mais ce bénéfice clinique, il est tout à fait discutable en termes de taille d'effet, à la fois sur la dyspnée et la tolérance à l'effort. La grosse problématique du haut débit nasal, c'est que en fait, on ne sait pas réellement quels sont les mécanismes, par quel mécanisme est-ce que ça améliore la tolérance des patients, et probablement que si un effet il y a, il est tout autant lié à l'oxygène, voire plus lié à l'oxygène ou à l'apport d'oxygène qu'on peut avoir en plus grâce au haut débit, que le haut débit lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu montrer nous, dans une étude où on a réalisé des mesures de pression transdiaphragmatique au cours de l'effort. En réalité, on n'a pas réellement d'effet sur le travail respiratoire des patients quand on ajuste pour le niveau d'oxygénation apporté. Donc ça peut être une stratégie. On verra que peut-être en fait ces effets sont plutôt liés à d'autres éléments, notamment ce que vous évoquiez, l'effet de la fan thérapie ou des ventilateurs. Donc ça peut être une piste, mais probablement pas à proposer en première intention aux patients. Toujours dans les aides mécaniques, les supports respiratoires, on peut évoquer la ventilation non invasive. Alors, à nouveau, ça pourrait être l'objet d'une présentation à part entière. Un certain nombre de travaux ont néanmoins pu montrer une amélioration du pattern respiratoire grâce à la ventilation non invasive au cours de l'effort, une réduction du travail, hein. Là, on voit des courbes de pression œsophagienne sur la partie haute sans VNI et sur la partie basse avec VNI. Et donc, on voit que la VNI, elle peut améliorer le travail des muscles respiratoires, dans certains papiers également la dyspnée, mais encore une fois, le plus difficile, c'est de définir les bons réglages et surtout d'identifier les patients qui sont répondeurs. Et à nouveau, ce n'est probablement pas une proposition de première intention. Et dans notre modeste expérience, on ne le propose presque plus, sauf à des patients qui seraient déjà équipés, qui connaîtraient bien déjà ce qu'est la ventilation. Et dans ces conditions-là, parfois, on obtient des résultats, mais voilà, quand on compare avec le temps que cela nécessite, c'est une approche à aborder avec beaucoup de précautions. Alors, si c'est parfois complexe de soulager le travail des muscles respiratoires, en revanche, le kinésithérapeute peut tout à fait contribuer au renforcement de ces muscles qui, eh bien, en étant plus forts, eh bien, vont permettre de soutenir un effort musculaire plus important et donc de différer ces affects un peu négatifs liés à une charge de travail disproportionnée. C'est ce qui est montré assez élégamment par Daniel Langer là, dans un papier où il évaluait après un programme de 8 semaines de renforcement des muscles inspirateurs, donc 2 à 3 fois par jour, au total sur la journée environ 100 respirations à réaliser dans un appareil résistif. Eh bien, ce qui ressort de ce travail, c'est que pour une difficulté d'effort donnée, eh bien, en renforçant les muscles respiratoires, on réduit la commande centrale pour faire le même effort. Et donc, de ce fait, on améliore la perception de la dyspnée. Donc, c'est plutôt sur cette partie-là à gauche, pardon. Pour un même effort, on réduit la perception de dyspnée et donc on améliore la tolérance à l'effort des patients. Donc ça, c'est quand le renforcement des muscles respiratoires est réalisé de façon isolée, en dehors d'un programme de réadaptation respiratoire. L'intérêt au cours d'un programme de réadaptation respiratoire pourra être effectivement discuté tout à l'heure. Je terminerai cette partie sur le traitement du poumon lui-même par les traitements inhalés, finalement, qui reproduisent ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en levant l'obstruction bronchique, eh bien, on arrive à différer ce phénomène d'hyperinflation dynamique, hein. On le voit à nouveau par une évaluation de la dissociation neuromécanique qui est très significativement améliorée après inhalation de bronchodilatateurs. Eh bien, les patients améliorent leur tolérance et améliorent également leur perception de dyspnée. Alors, c'est effectivement pas un traitement non pharmacologique, mais pourquoi je voulais vous en parler? D'une part, parce que beaucoup de patients en ont déjà de prescrit et la prise, alors je ne sais pas si Grégory est arrivé, mais il y a sûrement des experts en aérosol thérapie, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais très probablement que la technique de prise est beaucoup plus efficiente quand elle est faite au repos que à l'effort lorsque le patient est déjà essoufflé, et donc bien inviter les patients à utiliser ces traitements-là avant l'effort.
La deuxième raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que si le mécanisme d'action est qu'en levant l'obstruction bronchique, on arrive à différer l'hyperinflation dynamique et améliorer la tolérance à l'effort, alors pourquoi pas les techniques de drainage bronchique chez des patients bien identifiés? On a aujourd'hui des indicateurs qui nous permettent euh, d'identifier, alors c'est pas parfait, mais quels patients potentiellement sont les plus impactés par les sécrétions. Je pense à l'outil COPD Assessment Test, hein. Si vous faites passer les deux premières questions, les patients qui ont plus de 6 cumulés, ces deux questions sont probablement des bons répondeurs pardon, à ce type de technique, notamment de drainage bronchique. Et à ma connaissance, l'effet des techniques de drainage bronchique sur la tolérance à l'effort immédiat après une séance n'a pas ou peu été évalué, et c'est probablement une piste à étudier dans le futur. Après avoir vu donc comment on pouvait agir sur les poumons en eux-mêmes, comment on peut tromper le cerveau, pour le dire comme ça. Alors il y a à nouveau un certain nombre de traitements médicamenteux, je les ai simplement listés puisque c'est pas l'objet de la soirée, mais parmi les approches les plus prometteuses, il y a les opiacés exogènes, notamment la morphine. Alors voilà, avec un peu de littérature, c'est pas encore totalement évident. Et puis également le furosémide inhalé qui est un diurétique, mais qui lorsqu'il est inhalé, en fait, envoie un message erroné au cerveau, faisant penser que la ventilation, la respiration, la quantité d'air qui rentre dans les poumons est plus importante que ce qu'elle n'est réellement. Et de cette façon, eh bien, la dyspnée des patients s'améliore au cours d'un effort. Alors concernant les traitements non médicamenteux, eh bien ceux-là, vous les aviez bien identifiés, notamment l'air frais, hein, un courant d'air frais sur le visage, c'est ce qu'on appelle la fan thérapie, ou encore le menthol. Le principe de ces approches médicamenteuses, c'est à nouveau de faire croire au centre respiratoire que le système pulmonaire fonctionne beaucoup mieux que ce qu'il ne fait en réalité. Et alors ça, bah, les patients vont vous le dire spontanément, ils vont vous dire, bah, moi la nuit quand il fait chaud, que j'ai du mal à respirer, eh bien je me mets à la fenêtre et je laisse l'air, bah, et ça améliore mon essoufflement. Alors derrière, bah, beaucoup d'équipes ont cherché à comprendre ces mécanismes d'action et donc il est probable que la stimulation des nerfs trijumeaux et ou du nerf vagal par l'intermédiaire des récepteurs TRPM8, pardon, eh bien, contribue à activer et à modifier la perception de l'essoufflement des patients. Alors, cliniquement, je vais vous présenter les résultats, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des travaux par imagerie qui ont pu cartographier les aires cérébrales impliquées dans la gestion de la dyspnée. Et de façon un petit peu indirecte, eh bien, certaines équipes ont réussi à superposer ces aires de la dyspnée avec les aires qui étaient activées lorsqu'on exposait des patients soit à du menthol, soit à un flux d'air frais. Et cette juxtaposition fait supposer que ces stratégies peuvent moduler la dyspnée. Et donc, cela a été confirmé par différents travaux. Alors, j'ai choisi de vous présenter cette petite étude qui est un essai en crossover qui a comparé l'utilisation d'un petit ventilateur portable à la main au cours d'un test de marche avec l'absence de ventilateur sur la dyspnée et le test de marche. Et ce qui est assez intéressant, ben, c'est de constater que finalement, cet outil qui est extrêmement simple et peu coûteux, eh bien, sur les différents outils d'évaluation qui permettaient d'évaluer la dyspnée, donc soit une échelle numérique, soit l'échelle de Borg, aussi bien pendant l'effort que pendant la récupération, eh bien, on améliorait à peu près d'un point pour l'échelle numérique, un petit peu moins pour l'échelle de Borg. Et en parallèle, et c'est pas négligeable, on améliorait de 20 mètres. Alors, c'est à la limite de la signification clinique, mais enfin, ça a le mérite d'avoir quand même un petit effet positif. On améliorait également, avec cet outil très simple, la tolérance à l'effort des patients. Et puis, plus récemment, je tiens à remercier Julien pour le travail qu'il a réalisé, une revue systématique qui évaluait les effets de cette approche non pharmacologique donc sur la dyspnée pendant l'effort et pendant la récupération. Et donc, avec évidemment la réserve de la qualité des études qui ont été conduites, mais il semble y avoir un signal positif sur l'amélioration de la dyspnée et de la capacité à l'exercice pendant l'effort ou durant donc, la récupération. Et puis, dans la plupart des études qui existent,
Ce qui est utilisé, ce sont soit des ventilateurs sur pied, soit des ventilateurs, donc des ventilateurs sur pied qui ne sont pas transportables évidemment, soit des ventilateurs portables qui se portent dans la main, mais on va le voir et vous l'avez déjà envisagé, les déambulateurs ou l'aide des membres supérieurs peut également améliorer la dyspnée, donc c'est un peu dommage de priver le patient. Et très récemment, alors c'est à nouveau, hein, les solutions viennent généralement des patients. Eh bien, les patients viennent en séance avec ce type de dispositif. Donc, c'est ce que j'ai autour du cou. Je voulais simplement l'illustrer. Euh, c'est un dispositif qui ressemble vraiment à des écouteurs. La première fois que les patients l'ont eu, je pensais vraiment que c'était des écouteurs. Et en réalité, bah, c'est un petit système de ventilateur qui envoie en permanence un brassage d'air sur le visage du patient en ayant l'avantage de lui laisser les mains libres. Concernant le L-menthol, alors j'ai voulu illustrer cette approche par une étude très récente, la publiée il y a quelques mois dans Chest, une étude en crossover réalisée chez 20 patients qui ont réalisé un test d'endurance au cours duquel ils inhalaient soit du L-menthol, soit un parfum de fraise. Et ce que je trouvais vraiment très élégant dans cette étude, c'est qu'au-delà d'évaluer la Disney, les auteurs se sont intéressés à tous les mécanismes neurophysiologiques que je vous ai présentés, c'est-à-dire l'activation centrale avec l'EMG des muscles accessoires notamment. Et ce que l'on voit, c'est que bah, la Disney, elle s'améliore. Elle s'améliore, alors pas de façon extraordinaire, mais elle s'améliore. Alors ici, c'est pas le score de Borg en tant que tel, c'est la progression du score de Borg. Et puis, ce qu'on voit, c'est quand on évalue plus finement la Disney, par exemple avec l'échelle multidimensionnelle, de Disney, eh bien, on voit qu'on améliore les composantes affectives et sensorielles de la Disney, alors même qu'aucun autre indicateur physiologique de pattern respiratoire, de commande centrale, etc., ne donne un signal d'amélioration, ce qui semble à nouveau témoigner d'un effet indépendant de l'amélioration de la mécanique respiratoire du patient, et donc bien un effet sur le traitement de l'information par les centres respiratoires. Et puis, c'est beaucoup plus expérimental, mais je pense que cette présentation était l'occasion de peut-être démontrer les pistes à venir, puisqu'on parle de traitement non médicamenteux. Je voulais faire un tout petit, un tout petit mot sur la stimulation, notamment la stimulation magnétique répétée transcrâniale. Alors, je suis pas du tout un expert, mais enfin, je trouvais ça intéressant de vous présenter les éléments. Lorsque l'on stimule le cortex cérébral de patients, enfin pas de patients, pardon, de sujets sains, dans cette étude de l'équipe de Marie-Cécile Niera et l'équipe de Thomas Similowski, lorsque des sujets sains, on leur propose de réaliser un travail respiratoire contre résistance, donc on met leur système respiratoire en challenge, et pendant ce challenge, on réalise une stimulation magnétique. Eh bien, lorsque l'on propose un mode de stimulation excitatoire, c'est extrêmement intéressant de constater que l'on modifie le pattern respiratoire du sujet en modifiant sa fréquence respiratoire, en augmentant son volume courant, pardon, en réduisant son volume courant. Et c'est donc probablement que la stimulation magnétique, lorsqu'on comprendra mieux ce qu'il en ressort, pourrait devenir un outil pour finalement moduler la perception de la Disney directement sur le cerveau, voire ailleurs, et c'est ce que je vais vous présenter également par la suite. Donc on a vu le lien avec les poumons, le traitement central. Je vous propose maintenant d'aborder bah, les possibilités de prise en charge du système, enfin de la Disney au niveau du système limbique. Et finalement, ça rejoint un peu tout ce que vous avez évoqué. Dans la littérature, on retrouve des informations sur l'acupuncture, sur le yoga, sur l'empathie, l'hypnose, la musique, la méditation de pleine conscience. Ça rejoint vraiment tout ce que vous avez dit. Et à nouveau, je voudrais illustrer ça avec une étude de l'équipe de Thomas Similowski qui a été réalisée chez des patients sous ventilation mécanique et qui avait donc pour avantage d'avoir un monitoring assez fin du pattern respiratoire du patient, mais aussi de leur travail respiratoire avec la pression d'occlusion par exemple. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que finalement, alors dans cette étude-là, pardon, ils ont comparé de l'air directement sur le visage ou de l'air sur les jambes, mais ça rejoint un peu ce que j'évoquais précédemment, ou également de la musique plutôt relaxante par rapport à une musique, un bruit en fait, un bruit blanc ou un bruit rose, là, donc quelque chose de pas forcément particulièrement agréable. Et ce qui était à nouveau très intéressant d'observer, c'est que eh bien, les qualificateurs sensoriels, affectifs de la Disney s'amélioraient, alors même qu'il se passait absolument rien sur le plan de la mécanique respiratoire des patients. Donc, montrons bien l'impact de l'intégration centrale de la Disney.
Hop, et comme dernier point, je vais essayer de rester dans les temps, je voudrais également aborder la façon dont le contrôle musculaire va pouvoir être utilisé pour moduler la dyspnée. Alors, c'est à nouveau du médicament, mais je trouvais ça intéressant parce que je suis assez convaincu que dans l'avenir, il y aura des stratégies thérapeutiques qui seront mises en place à partir de là. Ça rejoint ce que j'expliquais sur la neurophysiologie sur la physiologie, pardon, de l'effort, c'est que finalement les afférences musculaires elles-mêmes vont être responsables de l'adaptation à l'effort et que quand on les inhibe avec une injection de fentanyl, donc une péridurale, les sujets sains sont hyper actifs sur les premières minutes d'effort, il n'y a plus de mécanisme de protection et par contre ils développent une fatigue très importante précoce. Et ben, de façon paradoxale, si on répète la même expérience chez nos patients atteints de BPCO, comme ils ne s'adaptent plus à l'effort sur le plan ventilatoire, autrement dit, ils ne sont pas totalement conscients qu'ils sont enfin, leur cerveau n'est pas conscient qu'ils sont en train de faire de l'effort, eh bien, on diminue leur ventilation minute pour le même effort. Ce faisant, ça diminue leur hyperinflation dynamique, leur dyspnée et leur endurance à l'effort. L'augmentation de l'endurance à l'effort est telle qu'en fin d'effort, eh ben, les patients, finalement, ils développent une fatigue périphérique beaucoup plus importante que s'ils n'ont pas ce fentanyl, ce qui est assez important, notamment en réadaptation respiratoire, puisqu'on sait que développer de la fatigue musculaire au cours de l'effort est un précurseur au progrès du programme. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut doper les patients et les anesthésier à chaque séance sur vélo, mais c'est probablement un mécanisme d'action à étudier, et c'est ce qu'on avait essayé de faire il y a quelques années avec de la stimulation électrique sur les ganglions postérieurs au niveau des afférences du quadriceps. Je crois qu'on avait installé nos électrodes de L2 à L4. Et on avait tenté d'inhiber les afférences sensorielles du quadriceps pour éviter que les patients s'adaptent à l'effort. Malheureusement, on n'a pas pu mettre en évidence de bénéfices de cette approche, ni sur des critères cliniques, ni sur la VO2, voilà, sur aucun marqueur. Probablement que s'il y a avait eu un effet, la dose nécessaire de stimulation d'intensité aurait été en fait douloureuse et donc les patients ne l'ayant pas supporté, on a eu des effets peut-être infrathérapeutiques. Mais ça fait le lien avec ce que je disais sur la RTMS qui a beaucoup plus un effet de on-off sur l'hyperpolarisation ou la dépolarisation enfin, des neurones, pardon. Et il y a probablement quelque chose à jouer en réétudiant cette stratégie, mais cette fois-ci avec de la RTMS, à supposer qu'on puisse avoir des dispositifs suffisamment fins pour isoler les fibres sensorielles. Donc ça, c'était un aspect sur la modulation des afférences des muscles. Une autre façon de moduler les afférences, alors on parle beaucoup du contrôle de la respiration au cours de l'effort, en indiquant au patient de respirer par le nez, etc. Vous l'avez compris, si le patient fait un effort qui est difficile, le patient respire comme il peut et il est soumis en fait à son drive central. Et dès que l'effort va être trop intense, eh bien, il va atteindre ses contraintes inspiratoires critiques et il pourra plus du tout contrôler son essoufflement. Et je voudrais vous présenter l'étude qui a probablement le plus changé ma pratique, qui est une étude de Mathieu Marillier, un collègue de Grenoble, qui finalement a proposé à des patients de faire un effort, soit juste avant leur seuil de contrainte inspiratoire critique, donc à une difficulté juste en dessous, soit à une difficulté juste au-dessus. Et ce qu'il a pu montrer, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que pour une différence de 12 watts, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, vous verriez pas la différence. Eh bien, pour une différence de 12 watts de difficulté, donc on baisse un tout petit peu, les patients ont réussi à tripler la durée de leur effort. Et donc ça, c'est probablement une donnée extrêmement importante quand on va accompagner des patients et essayer de leur faire prendre conscience que finalement, ils sont mieux à faire les choses un petit peu plus doucement parce qu'ils seront capables de le faire beaucoup plus et en étant beaucoup moins essoufflés. Beaucoup moins essoufflés, beaucoup moins de sensations d'anxiété, etc. C'est également ce qu'a montré Guillaume Prieur dans un autre genre, en obligeant les patients à faire des pauses lorsqu'ils montaient des escaliers. Et, euh, et de cette façon, en imposant les patients à faire des pauses régulières de quelques secondes toutes les deux-trois marches, eh bien, ce qu'on pouvait observer, c'est que finalement, le pattern central, la commande centrale est réduite. Alors, ça n'a pas été directement mesuré, mais on a des indicateurs indirects, puisque les patients développaient une ventilation minute moins importante. Les patients étaient également avaient une tendance à être moins distendus, avaient moins de lactate, donc moins de déchets musculaires. Et au final, les patients étaient moins essoufflés. Et j'aime beaucoup cette étude parce qu'elle montre, parce que l'argument des patients, c'est de dire oui, mais
si je fais des pauses, je vais mettre beaucoup plus de temps, on va m'attendre. Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder la durée qu'ont mis les patients, soit à faire à leur propre rythme, soit à faire des pauses. Eh bien, finalement, ils mettent pas plus de temps parce que quand ils font à leur propre rythme, ils partent vite et derrière, ils font une pause quand l'essoufflement est là, une pause extrêmement longue. Et donc, je crois que c'est vraiment très, très important de faire prendre conscience des patients cela. Les autres techniques qui peuvent être utilisées, évidemment, c'est les techniques de respiration à lèvres pincées, ça vous y aviez pensé, les aides techniques à la marche également, le fait de repenser les activités du quotidien pour utiliser les bras comme aide, comme support, eh bien, permet également d'améliorer l'essoufflement des patients. Et puis je voudrais terminer donc mon topo sur le dernier élément. Une des meilleures façons de réduire finalement les afférences musculaires, c'est de rendre les muscles plus performants. Et ce faisant, eh bien pour le même effort, ils vont avoir besoin de moins d'oxygène, donc moins de commandes centrales, moins d'afférences négatives. Et ça, c'est extrêmement bien démontré, hein. La réadaptation respiratoire améliore la dyspnée, elle réduit les besoins métaboliques pardon, pour un même effort et améliore de cette façon la commande centrale, la décharge corollaire. Ça, c'est quand on a une vision très physique de la réadaptation respiratoire. C'est ce qu'on a probablement tous en tête. Et je trouvais également intéressant de pouvoir communiquer à travers cette présentation sur peut-être un effet de reprogrammation centrale de la dyspnée grâce à la réadaptation respiratoire et de jouer sur le phénomène de plasticité cérébrale. On a quelques patients, même pas quelques, on en a quand même un certain nombre, qui après 2-3 séances nous disent « Ah bah je me sens déjà beaucoup mieux ». C'est très peu probable que les patients se sentent beaucoup mieux parce qu'on a déjà amélioré leurs muscles. Pour autant, ce qui a été montré dans cette étude assez élégante là, de 30 patients qui ont réalisé ou non un programme de réadaptation, ils faisaient des imageries cérébrales avant, après un programme de réadaptation et on leur lisait une liste de mots en rapport avec la dyspnée. Alors je serais incapable de vous expliquer ces belles images, mais ce qu'il ressort de cette étude, c'est que il y a un certain nombre de zones qui sont activées quand on parle d'essoufflement, quand on envoie des images d'essoufflement aux patients, et que l'activation de ces zones, elle évolue après le programme de réadaptation. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le changement d'activation de ces zones cérébrales, eh bien, il est associé à la perception de dyspnée réelle qu'ont les patients, ou au progrès sur la dyspnée qu'ont les patients à l'issue du programme, ce qui suggère très probablement une forme de voilà d'effet également central sur la perception de la dyspnée des patients. Et c'est aussi un sujet particulièrement intéressant hein, d'étudier cet élément qui peut être associé à la kinésiophobie. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de, je pense, de très prometteur pour l'avenir. Voilà, et pour terminer, j'ai essayé de tenir le temps. Je vous propose de répondre à nouveau à la même question que tout à l'heure. Hop, essayez de voir hop, s'il y a eu une petite évolution dans vos réponses après avoir pu donc et écouter cette présentation. S'il y avait un mot à retenir, ou une chose à retenir, ou plutôt cinq, ce sera mon mot de la fin. Quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer d'améliorer la dyspnée des patients? La TMS, alors, très bien. Aujourd'hui, hein, le niveau de preuve est probablement pas suffisant pour supporter l'usage de la TMS, mais c'est effectivement une piste intéressante. Ok. Bon, finalement, si on voit un petit peu vos réponses, elles sont un peu comme tout à l'heure. C'est-à-dire que pour améliorer la dyspnée des patients, il n'y a pas une solution, il y en a plein. Chacune de ces solutions prises de façon isolée va peut-être pouvoir être efficace pour un patient donné, mais peut-être pas, ou va peut-être avoir un effet, mais modeste. Et c'est finalement le cumul de ces différentes modalités, hein, dont le niveau de preuve reste pour la majorité relativement modeste, mais c'est le cumul de ces différentes modalités, la prise en charge globale que vous allez proposer, qui va permettre aux patients de mieux gérer cette dyspnée au quotidien. Et donc, pour conclure, hein, la dyspnée, c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe, multidimensionnel, et pour emprunter les mots de Thomas Similovsky, voilà ce qu'il écrit, il faut traiter le poumon, c'est ce que je vous ai présenté avec l'oxygène, avec les bronchodilatateurs, la kiné respiratoire avant, le renforcement des muscles respiratoires, tromper le cerveau, avec tous les modulateurs de la dyspnée dont on a parlé, apaiser l'esprit,
avec la relaxation, le yoga, tout ce que le patient va être prêt à essayer pour améliorer son essoufflement. Et à ces trois éléments proposés par Thomas Siminowski, je vais me permettre d'en ajouter deux. Entraîner les muscles grâce au programme de réentraînement à l'effort, parce qu'en réentraînant les muscles, vous allez diminuer la commande centrale pour le même effort, et donc tout ce qu'on a pu voir sur la neurophysiologie de la dyspnée. Et lorsque cela est possible, et de mon point de vue, c'est extrêmement important, contrôler le rythme. C'est beaucoup plus, je pense, important et efficace que de contrôler la respiration, parce que si le patient est sur un effort, souvenez-vous, qui atteint ses contraintes inspiratoires critiques, il lui sera impossible de contrôler sa respiration parce que le drive central auquel il sera soumis sera trop important et ce sera une sensation incontrôlable de Disney. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment disponible si vous avez des questions. Voilà, mon petit ventilateur qui ne me permet pas forcément d'améliorer l'essoufflement, mais par ces temps de grande chaleur est quand même appréciable. Arrêté. Ben, merci beaucoup pour ton exposé extrêmement clair et vraiment hyper intéressant. Je pense ô combien utile dans notre pratique clinique. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Ce que je propose du coup, c'est je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans le chat. Si jamais vous avez des questions à celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais peut-être vite aller faire un tour dans les paramètres pour éventuellement aussi vous donner la possibilité d'activer votre micro. Voilà, c'est fait. Pour que ce soit gérable, n'hésitez pas à lever la main avant. Vous avez une petite option dans Teams pour pouvoir en fait l'indiquer. Et en attendant, peut-être que... ah ben voilà, il y a déjà une première question, mais je me permets le luxe de commencer. Juste effectivement, tu expliques très bien à la fin qu'en fait, c'est sans doute la combinaison des outils qui va aider le mieux les patients. Encore faut-il bien les sélectionner. Et sans doute que tous les outils ne sont pas toujours bons pour chaque patient. Mais c'est vrai que dans toutes les études, enfin, à ma connaissance, à chaque fois, ce qui existe, c'est qu'on teste un outil ou une technique indépendamment des autres, ce qui est déjà bien, et on a des effets à chaque fois modestes. Maintenant, je m'interroge, toi, en tant que clinicien, dans ta pratique clinique, la combinaison de ces outils, qu'est-ce que tu as l'impression que ça donne? Et j'imagine que dans Aladir, vous évaluez aussi beaucoup ce que vous faites avec la Disney. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des changements qui sont plus importants quand tu combines ces 10 outils ou pas? Ouais, alors, comme tu le dis, c'est extrêmement complexe parce que ça va vraiment dépendre de la particularité du patient. Alors, dans le cadre de la prise en charge que l'on propose de base, j'ai envie de dire, tous les patients, parce qu'ils nous sont adressés en réadaptation respiratoire, ont une approche qui est évidemment centrée sur le muscle. Euh, et puis, ensuite, au cas par cas, en fonction des besoins que l'on identifie, on va venir ajouter l'une ou l'autre, pardon, de ces différentes stratégies. Je pense que c'est extrêmement important pour tous les patients de leur apprendre à gérer la difficulté de l'effort. Un exercice très concret que l'on fait avec même des patients très sévères, même sous oxygène, on est au quatrième étage, alors évidemment tous les patients arrivent avec l'ascenseur, eh bien on les emmène au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, et puis on leur dit qu'on va monter les quatre étages. Et tous leur remarque, c'est mais je vais pas y arriver, c'est pas possible, vous allez me mettre en difficulté. Et en réalité, sur le premier étage, euh, alors, c'est la technique que j'utilise, hein, mais c'est que je monte de façon volontairement exagérée, extrêmement lentement. Et arrivé au premier palier, ben, en fait, ils sont toujours en train de parler, ils sont pas essoufflés, et ils prennent conscience que, bah oui, en fait, ils sont capables, ça dépend juste du rythme auquel ils le font. Et je crois que leur faire faire, ça vaut toutes les explications. Parce qu'ils prennent conscience que, ah bah oui, si je le fais moins vite, eh bien j'y arrive. Et donc après, bah, on leur dit, voilà, maintenant, vous pouvez le faire, vous. Et la seule consigne que je leur donne, c'est, euh, si vous faites une pause parce que vous êtes essoufflé, c'est que c'est trop tard. Faites des pauses tant que vous n'êtes pas essoufflé, parce que une fois que l'essoufflement est là, bah, vous allez mettre beaucoup de temps à récupérer. Voilà. Et puis alors après, on essaye d'associer, par exemple, des patients, bah, les ventilateurs. Alors on le faisait un peu avant la pandémie. C'est vrai qu'on a été un peu freiné depuis bah, de ventiler comme ça sur les patients. Aujourd'hui, les patients ont plutôt leur petit dispositif individuel qu'ils achètent voilà, de façon individuelle. Et puis après, en fonction des particularités des patients, on peut être amené à utiliser l'oxygène ou à ajuster le débit d'oxygène, mais encore une fois, pas nécessairement que sur la saturation, mais plus sur une amélioration clinique.
La ventilation, on le faisait et vraiment on le pratique très très peu, sauf pour des patients sélectionnés qui sont déjà équipés et qui ont l'habitude. Ça peut aussi être une stratégie, voilà. Mais il faut effectivement cumuler comme ça les différentes approches pour tenter d'améliorer et parfois on n'arrive pas comment dire, à retirer complètement la Disney, hein. Il ne faut pas avoir cette prétention-là, mais si déjà on arrive à améliorer un petit peu le quotidien des patients, bah, je crois que c'est déjà une grande aide pour eux. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat, mais aussi une question avec une main levée de AMR. Donc, si De reste, vous pouvez... Adriane. Adriane Morales, peut-être. Peut-être c'est Oui, le tout à moment de fait. Est-ce que tu décliner ton m'entends identité. On t'entend. Je suis désolé parce que je suis en voiture, donc du coup, je ne sais pas si ça risque de couper par moment. En tout Oui. cas, déjà, je te remercie pour l'intervention, Tristan. J'ai fait exprès de me connecter, même si ça ne tombait pas bien, juste pour entendre ton discours. Et vraiment, la pertinence du sujet. Déjà, je voulais te poser la question, c'est si tu as fait, toi, finalement, tu es resté très centré sur les sujets PCO, ou en tout cas les candidats à réadaptation respiratoire. Est-ce que tu pourrais dire plus sur les sujets qui sont justement un peu moins touchés sur le plan physique, comme par exemple les sujets atteints des respirations dysfonctionnelles, ou est-ce que tu as fait exprès de laisser ça de côté dans ton discours? Oui, alors, j'en ai pas fait exprès, mais en toute transparence, je ne connais pas, donc je n'ai pas voulu parler de ce que je ne connaissais pas. Euh, alors, en tout cas, le syndrome dysfonctionnel, j'aurais pu effectivement aborder également les soins palliatifs, mais voilà, il y avait énormément de choses à dire déjà sur l'insuffisance respiratoire chronique, on va dire, à l'état stable, et donc voilà, j'ai fait ce choix-là, mais si tu as des commentaires, n'hésite pas à partager ton Non, expérience. non, c'était vraiment pour savoir juste ce qui est. Et juste, je voulais faire aussi, tu as parlé de l'équipe de Semilowski. Je voulais savoir par rapport à l'hypnose, où tu l'as énoncé, mais tu n'as pas finalement montré d'études. Je crois que, j'ai oublié son prénom, une des doctoresses de l'équipe de Semilowski avait déjà publié justement sur les effets de l'hypnose, et je crois mentionner que c'était pour le coup, des patients BPCO. D'accord. Est-ce que tu as ça en tête? Non, non, non. C'est une approche qui est citée dans le guideline de l'ATS, mais parmi d'autres, où je pense qu'il n'y a pas énormément de données, mais effectivement, j'avais pas cette connaissance de ce papier, j'irai chercher. Ok, merci beaucoup. Et voilà, parce qu'en fait, quand tu as parlé, quand tu as parlé de la plasticité cérébrale, hein, cet effet qui est finalement qui n'est pas dépendant de l'adaptation musculaire, puisqu'il précose à la réadaptation respiratoire, je trouve que c'est justement ces effets-là qui peut avoir les séances d'hypnose, c'est-à-dire cette Mm. espèce d'effet sur la modulation du traitement du signal de la Disney, et pas Ouais. tellement sur les capteurs en soi. Et donc, c'est finalement d'avoir, même si tu n'es pas rentré dedans, parce que c'est vrai que c'est très large, mais c'est la piste vraiment très intéressante et finalement très clinique, je pense. C'est l'intégration des différentes techniques un peu complémentaires dans la prise en charge de ces patients-là, des fois, on le fait d'une façon un peu empirique, mais c'est vrai que pour certains sujets sélectionnés, c'est potentiellement assez significatif cliniquement pour adhérer à l'art Disney. Ouais, tout à fait. Merci en tout cas. Merci, Merci, Adrien. Adriane. Dans le chat, il y a une question de Ophélie qui demande comment est-ce qu'on propose finalement le menthol aux patients, sous quelle forme? Ouais, alors il y a plusieurs possibilités. Alors il y a selon les études, effectivement, c'est pas la même modalité qui est utilisée. Certaines équipes utilisent des gommes à mâcher, des chewing-gums, donc au menthol, euh, avec la petite particularité que si vous faites faire un effort au patient, il faut peut-être qu'il le prenne avant l'effort et qu'il ne l'ait plus pendant l'effort pour éviter les drames, parce que là, vous n'allez pas améliorer la Disney, mais peut-être l'aggraver. Blague à part, il y a cette possibilité-là. L'autre possibilité, ce sont les espèces de petites pommades au menthol qu'on place sous le nez. On le voit parfois sur les terrains de foot, les joueurs de foot utilisent ça. Et puis la dernière possibilité, c'est d'avoir du menthol inhalé. Et ça, c'est ce qui est utilisé dans la dernière étude. Alors, j'ai plus les concentrations en tête ni la référence, mais enfin, ni la référence, la molécule. Mais je pense que c'est le L-menthol et le dosage, je l'ai plus en tête, mais vous pourrez le consulter dans le papier de Chest là, qui est sorti très récemment. Je pense que ce sont les modalités principales pour le L-menthol.
Oui, c'était une bonne question parce qu'en fait, c'est l'inhalation de l'air frais, soit parce que ça circule au niveau de l'appareil buccal, ou soit parce que c'est directement au niveau nasal que tu vas inhaler cet air frais, Ouais. alors que le ventilateur fonctionne différemment. Mais dans tous les cas, tu vas avoir quand même une activation effectivement de ces fameux récepteurs TRPM8 que tu as Ouais. mentionné. C'est juste, hein? Exactement. Et ce qui n'a pas été évalué et rebondit un peu sur la question des associations, c'est est-ce que si on utilise un ventilateur pour envoyer du menthol, donc avoir les deux effets simultanés, est-ce qu'on n'a pas un effet supplémentaire? C'est sans doute un travail très intéressant à mener. Et en tout cas, il me semble que par rapport au chewing-gum, tu as raison, il ne faut pas le faire pendant, mais du coup, il faut le faire juste avant. Mais il me semble que Guillaume Prieur avait testé ça et le groupe Ouais, contrôle, c'était un chewing-gum à la fraise. Et justement, les effets n'avaient pas été probants. Et une des raisons qui était suspectée, enfin, c'est ce que je me souviens, peut-être je fais erreur, mais c'était justement que l'effet du chewing-gum était juste très court. Il ne durait pas dans le temps et donc finalement, ça pouvait expliquer le fait qu'il n'y ait pas mm. d'effet, par exemple sur un test de marche de 6 minutes, où en fait l'effet est très ponctuel. Ouais, Donc ça, alors, c'est peut-être dans ce peut-être- travail-là, il y avait effectivement cette hypothèse, tu as raison. Néanmoins, il y a quand même, alors de mémoire, un tiers des patients qui s'amélioraient en termes de dyspnée au cours de cette étude. Alors, je crois qu'il y avait une trentaine de patients qui s'améliorait. Et puis peut-être un dernier élément qui explique pourquoi on n'a pas pu capter ce bénéfice, c'est que l'outil qui était utilisé pour évaluer la Disney était l'échelle de Borg, et probablement que ce type de stratégie a un effet qu'on capterait mieux avec des outils type le MDP sur les composantes affectives, tout autant que sensorielles. Et donc je pense que ce type d'outil est à privilégier. Pour la suite et derrière, suite à cette expérience de Guillaume, maintenant on utilise plutôt ce type d'outils quand on veut évaluer l'effet de nos interventions sur la Disney. Ok, merci beaucoup. Euh, il y a une question de Luc Torder. Est-ce que qu'en est-il en fait finalement des sparadraps qu'on trouve sur le nez des sportifs? Tu sais, ces petits sparadraps là, qui ont tendance à Hmm. dilater en fait les ailes du nez. Je crois que c'est cela dont parle Ouais. Luc. J'ai Est-ce j'ai que tu as aucune des idées? expérience. En préparant la présentation, je n'ai rien identifié dans les pathologies respiratoires. Pour autant, euh, c'est pas quelque chose qui coûte cher, j'imagine. Je ne connais pas, mais ça peut toujours valoir le coup d'essayer, hein. Encore une fois, si le patient, en l'utilisant, se sent mieux, quand bien même il y a un effet démontré, ou quand bien même ça modifie sa perception de Hmm. l'effort, enfin de la dyspnée, et donc finalement son essoufflement, eh bien, c'est une très bonne chose, mais j'ai pas d'expérience ni rien lu sur le sujet. Ici, c'était une question sur les sportifs, mais je crois que tu as la réponse est la même. Il ne semble pas qu'il y ait des études là-dessus. Après, je ne l'ai pas lu nécessairement là-dessus. Ok, je ne vois pas d'autres questions actuellement. Peut-être j'en ai encore une qui est actuelle, en rapport justement aux périodes de chaleur et par rapport à la fin de thérapie. Déjà, je suis content de savoir qu'en fait, tu n'as pas acheté un nouveau collier avec un goût plutôt discutable, mais c'est bien quelque chose qui t'aide à mieux supporter la chaleur. Mais ça, c'est pour la petite blague. Juste d'un point de vue du coup euh, efficacité, est-ce qu'en réalité, le ventilateur peut euh, modifier différemment le découplage neuromécanique en période de chaleur? Donc, je m'explique. Ça a un effet quand même d'air frais. Et l'air frais semble en tout cas avoir un effet. Est-ce que du coup, cet air frais, il se manifeste davantage en période de chaleur et donc aurait un effet encore plus important en période de chaleur qu'en période hivernale, par exemple? Mm. Alors, j'ai pas de données pour illustrer ce que tu avances. J'ai simplement la discussion que j'ai eue tout à l'heure avec la patiente à qui, parce que c'est pas le mien, hein, je l'ai piqué à une patiente pour pouvoir le montrer ce soir. Elle me disait, en fait, elle a pu me le prêter parce qu'elle en a acheté un autre, parce qu'elle avait l'air, elle constatait que entre deux modèles, euh, ils n'étaient pas forcément équivalents. L'un se contentait de brasser de l'air, et pour le coup, quand il fait chaud, eh bien, elle me disait que elle percevait pas autant de bénéfices que quand il faisait moins chaud, parce que ça lui brassait de l'air chaud et ça lui rendait pas service. Donc il y Mhm. a probablement quand même
sur une base très empirique, mais enfin un lien avec pas simplement le passage de l'air, mais le passage de l'air frais. Et elle me disait qu'avec l'autre qu'elle avait acheté, probablement un petit peu plus cher, elle ressentait davantage de frais, même si l'air ambiant était chaud. Donc il y a peut-être des modèles qui vont pouvoir conditionner un peu l'air et optimiser le bénéfice. Je pense vraiment que le froid est important, ou le frais en tout cas, est important. Et puis aussi pour la petite histoire, parce que voilà, avant de faire la présentation, j'avais jamais essayé ces appareils, même si les patients en ont. Je m'aperçois que quand même, c'est extrêmement bruyant parce qu'on l'a aussi à côté des oreilles et voilà, les ventilateurs qui tournent, ça peut apporter des avantages, mais ça a aussi voilà, des contraintes, notamment un bruit assez important. Pour ajouter de la musique, puisque la musique, tu as montré que ça avait un effet positif, et donc Voilà, tu exactement. combines On les pourrait outils. même le mettre comme ceci. Ok, merci beaucoup Tristan. Écoute, je ne vois pas de main levée. Je ne vois plus de Merci pour questions dans le chat. l'invitation. Donc, avec grand plaisir, merci encore à toi de nous partager ton expertise et à bientôt à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Et attendez quelques jours avant de le voir publié sur notre chaîne YouTube. Et merci encore, Tristan, d'avoir joué le jeu. À bientôt. Merci William, à bientôt. Au revoir.